Attention, avec Sinners, si tu es blanc, tu risques de passer un sale quart d'heure. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, je viens vous parler de Sinners, qu'on pourrait traduire par ceux qui ont péché. Ah ouais, une sacrée brochette de pêcheurs, réalisé et écrit par Ryan Coogler, que j'aime beaucoup à la base, hein. Franchement, le gars est très très bon quand il fait du cinéma social. À la Fruitvale Station, c'est une énorme claque. Il enchaîne ensuite avec Creed, de très belle façon, extrêmement bien shooté, plan séquence à gogo, etc. Poignant, franchement, et puis Michael B. Jordan, c'est quand même lui qui nous l'a imposé. Il a imposé une star à Hollywood, c'est pas rien. Il est pro-black 100%, donc il y a vraiment, voilà, des petits relents qui ne plairont pas à tout le monde dans son œuvre, et ça, c'est très intéressant, hein. C'est un cinéaste quelque peu poil à gratter, on dira, à la Spike Lee, quelque part, nouvelle génération, à la Jordan Peele, mais en beaucoup plus bourrin et en beaucoup moins subtil. Et puis alors là, patatras, arrive la suite de sa carrière, Black Panther 1 et 2, qui sont pour moi des purges sans nom, c'est l'enfer, et donc on a Ryan Coogler, quelque part, qui est coupé en deux, divisé en deux. Il y a son côté autorisant, qui est très intéressant, et son côté commercial, où là, il est complètement contrôlé par la machine, où il devient l'ombre de lui-même, et j'ai envie de vous dire, pour celui-ci, on a le meilleur des deux mondes. Et d'ailleurs, Michael B. Jordan joue un double rôle, les deux faces d'une même pièce, une pièce de culpabilité. Alors là, je vais vous dire, il a tout mis dedans, Ryan Coogler, puisque c'est son pognon, il a autoproduit le truc, Warner ne fait que distribuer, hein. Il a réussi à trouver un financement à 90 millions de dollars, donc c'est quand même un truc énorme, sauf qu'il était libre de faire totalement ce qu'il voulait, et c'est exactement ce que recherchent les personnages du film. Donc en gros, on n'est pas sur un caprice, mais on est sur quelque chose où le réalisateur nous parle directement à travers ses personnages. Il nous dit, moi ce que je recherche, c'est la liberté artistique, je veux faire absolument ce que je veux, sans contrainte, au moins une fois, quitte à me tromper, quitte à faire un trop-plein, etc. Mais en tout cas, ce sera mon truc, et rétrospectivement, lorsque je le regarderai plus tard, je serai heureux d'avoir au moins une fois réussi à imposer quelque chose qui me ressemble totalement. Il y a une guitare qui est au centre du récit, la musique infuse totalement le film, hein. Ludwig Göransson aux manettes, et il fait du très très bon travail, avec des compositions blues extrêmement percutantes, et en même temps, on vous explique, à travers cette guitare, à travers un certain pouvoir magique, comme les griots en Afrique, que, ouais, on peut convoquer les esprits à travers la musique, les esprits positifs, les esprits maléfiques, voilà, qu'on peut aller chercher dans le futur, dans le passé, dans le présent, que les choses vont se mélanger, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça aboutit notamment à un plan séquence absolument ébouriffant, j'ai trouvé, où tout se mélange, où on passe d'un style musical à l'autre, totalement anachronique, avec des moments blues, des moments où il y a même un mec avec son petit chapeau en train de faire du break, etc. On entend du rap, et puis ça revient sur le blues. Enfin, c'est très très intéressant, comme si réellement il y avait un pouvoir dans la musique qui liait toutes les époques par le même sentiment de liberté. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, voilà, le côté social, le côté revendicatif de Ryan Coogler, là, il y est à 150%, mais j'ai envie de vous dire, à la truelle. Il a tout mis dedans, mais comme je vous disais, il a tout mis. Donc tout ce qui est lié au trauma générationnel de l'Amérique noire, ça peut être le fanatisme biblique, le racisme systémique, etc., la culpabilité d'une façon générale, hein. Et on a véritablement le sentiment que c'est le film de quelqu'un d'athée, déjà, qui n'aime pas spécialement la morale, et qu'on a vraiment ras le cul, justement, de cette bien-pensance
de cette morale collective, et ça, il le réinjecte dans son film. C'est magnifique, franchement. Il y a énormément de choses qui sont très très intéressantes. Encore une fois, c'est dommage que bling bling bling, ça soit un gros bourrin, parce que c'est le cas. Il n'est pas du tout subtil. Et du coup, ouais, on souffre un petit peu en tant que spectateur de ce trop-plein. On est là, on lui dit, ah putain, on a envie de lui crier, quoi, c'est trop long, mec. Coupe, subtilise, enlève cette partie de dialogue, enfin voilà, développe un peu plus. Bon. Mais c'est pas grave, parce que c'est extrêmement généreux, donc il y a vraiment de quoi manger. C'est un film qui va lorgner du côté de Tarantino, évidemment, puisque bah, ça fait penser alors clairement à Une nuit en enfer. C'est voilà une première partie, on va recruter les gens, puis une deuxième partie, on va se fighter contre les vampires. Bon. Sauf que là, la césure, elle n'est pas franche. Là, l'horreur, en fait, elle est distillée petit à petit. Donc c'est ça qui est intéressant, à travers donc ces notes de musique, justement, à travers la trance. Donc j'ai bien aimé. Donc quelque part, c'est plus subtil qu'Une nuit en enfer à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est ça qui était intéressant dans Une nuit en enfer. En même temps, la rupture, le choc, bah, il était instantané et ça créait quelque chose d'extrêmement surprenant. Vraiment. Alors qu'ici, déjà, on le sait déjà, on a vu les bandes annonces, etc. On se doute qu'il va se passer quelque chose, bien sûr. Et ouais, on sursaute moins, du coup. Le côté horrifique nous prend un petit peu moins à la gorge, et ça, c'est dommage. Pareil, dans le Tarantino, c'était une explosion, une orgie de gore, de violence, d'inventivité, au niveau de, voilà, des scènes de combat, etc., comment on charcutait les vampires. Enfin, voilà, on avait toute la crème de la crème des prothésistes, etc., des effets spéciaux à l'ancienne. Ici, franchement, c'est le point faible du film. La grosse scène d'action, le gros climax, enfin, il y en a même deux, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas très très bien shooté, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'inventivité, c'est un peu ronflant. Au niveau de la spatialisation de l'action, en plus, c'est extrêmement médiocre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les héros doivent affronter une cinquantaine de vampires, une trentaine, je sais pas, et puis hop, quand ils arrivent dans la baraque, t'as l'impression qu'ils en fritent 8-9, c'est chaotique, c'est fouillis, franchement, ça c'est très très décevant. Alors là où c'est passionnant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, et les vampires, en fait, ils sont très sympathiques. Ils sont là, ils te regardent, ils sont souriants. Au départ, tu pourrais croire que c'est un gros film, quelque part, hein, qui ferait grincer des dents, genre « ouais, c'est anti-blanc, etc. » Parce que tous les blancs sont mauvais, tous les blancs sont transformés en vampires, tous les vampires sont blancs, etc. Puis en plus, on parle de Ku Klux Klan, de ségrégation. Donc voilà, on est là-dedans. Je pense qu'ils s'amusent bien avec ça. Et puis finalement, bah, tout le monde devient vampire. Donc il y a même des personnages asiatiques, il y a des personnages noirs, etc. Et ils forment une sorte comme ça de communauté très très cool, qui te regardent en souriant et qui te font « Fais-moi confiance, donne-moi la main, tout ira bien, on va construire un monde meilleur, on est tous frères, on fait de la musique, etc. C'est génial !» Et alors là, c'est trop bien. C'est trop bien parce que on est dans une, bah, pour moi, hein, dans ce qui, moi, m'énerve aujourd'hui, dans une critique de la bien-pensance à tout crin. Une bien-pensance qui, personnellement, me rend totalement dingue, mais totalement dingue. J'ai connu les années 80, 90, on pouvait dire des trucs, on pouvait faire des blagues, on pouvait critiquer à gauche, à droite, mais aujourd'hui, les enfants, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire sans que personne ne s'offusque. Une génération de chialeuses, la moitié de l'humanité s'offusque sur les réseaux sociaux. Oui, vous ne pouvez pas critiquer ceci, non, le physique c'est pas bien, non, la couleur, non, le poids, non, la religion, non, soyons tous frères, non mais attendez, s'il vous plaît, non, ça se fait pas, il faut arrondir les angles, fermez vos gueules, nom de Dieu. Et là, c'est vraiment ça qu'il dit. C'est-à-dire que le discours des vampires, il a l'air cool. Il a l'air cool, ouais, voilà, on veut aplanir l'humanité, que toutes nos aspérités disparaissent pour pouvoir profiter d'une vie lisse. Une vie lisse, mais sans amour, sans excès, sans fureur, sans plaisir, quelque part. Et c'est ça qui intéresse Ryan Coogler, le plaisir, quoi, la folie, la création, etc. Bon, tout ça, c'est symbolisé par la musique, la danse. Mais ouais, quoi, fermez vos gueules, c'est l'enfer, la société que vous nous proposez, quoi. Une société toute polissée,
il y aurait plus d'aspérité, il y aurait plus de défauts, il y aurait plus de problèmes. Mais si on veut danser, on veut crier, on veut suer, on veut baiser aussi, hein, voilà, parce que le film est extrêmement sexué, à l'image et aussi dans les dialogues. Ça, j'ai bien aimé. On retrouve vraiment quelque part une saveur des années 90 à ce niveau-là. Et en gros, il te le dit même concrètement, hein, à la fin, il te le dit, c'était le plus beau jour de ma vie. On a dansé, on a sué, on était libre. Bah ouais, et c'est son alter ego qui le dit en plus. Donc, bah bravo Ryan Coogler pour ça, quoi. Effectivement, le film, il est pas parfait, il est bourrin, il est pas du tout subtil, il y a beaucoup trop de thématiques, c'est beaucoup trop long, c'est pas assez bien fait, mais il y a un cœur qui bat, quoi. Il y a vraiment quelque chose, et on sent que le mec, il a envie de se faire plaisir, on sent que le mec, il a quelque chose à dire, et ça, bah, c'est louable. C'est vraiment louable. Donc c'est pas incroyable, si vous voulez, c'est pas le meilleur film du monde, mais c'est un film avec une atmosphère, avec de la personnalité, et ça fait plaisir. Donc rien que pour ça, je vous conseille d'y aller, avec toute la dualité de Ryan Coogler dont je vous parlais au début, hein, son côté autorisant, son côté commercial, qui se regarde comme ça, voilà, en chien de faïence, ils vont se mettre des coups de tête, qui l'emportera, on verra bien, mais en tout cas, il l'aura fait. Il aura fait ce film où il était en liberté. Et pour ça, bravo les petits enfants. Sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo, puisque vous le savez désormais, l'image subliminale est à retrouver dans chacune de mes critiques. Alors, dans la critique précédente, il fallait reconnaître le film Conversation secrète de Francis Ford Coppola, un film d'espionnage paranoïaque complètement dingue, où on va jouer sur, moi ce que j'adore, hein, le décalage entre l'image et le son, et c'est presque aussi bien que Blowout de Brian De Palma, presque, avec un Gene Hackman absolument impérial. Donc si vous ne l'avez pas vu les petits enfants, jetez-vous dessus. Et nous arrivons maintenant réellement à la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!